Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier l'élégance du hérisson. Il s'agit d'un roman de Muriel Barbery publié en 2006. Renée a 54 ans, elle est concierge d'un immeuble de 8 appartements. Dans ce même immeuble, y vit Paloma, une fille de 12 ans. Elle fixe la date du 16 juin comme le jour de son suicide, car elle se rend compte du manque d'intérêt d'être une adulte. Elle veut mettre le feu à son appartement et prendre des somnifères. Elle se plaint de sa sœur Colombe. Elle voit que son père a mis à contre-cœur sa mère en maison de retraite pour respecter la volonté de sa femme. Bien qu'intelligente, Renée s'est arrêtée au certificat d'études. Elle a ensuite travaillé au champ, elle s'est mariée à 17 ans. Elle est laide et pauvre. Elle a pour amie Manuela, une femme de ménage. Kakuro Ozu est un nouvel habitant. Il prend la place de Pierre Artens, qui était un critique gastronomique et qui est mort d'une crise cardiaque. Un jour dans l'ascenseur, M. Ozu rencontre Paloma. Ils font part de leurs doutes au sujet de la concierge qui est plus cultivée qu'elle n'y paraît. M. Ozu invite Paloma chez lui. Il parle de la concierge et de son savoir. M. Ozu a envoyé à Renée un exemplaire d'Anna Karénine. M. Ozu invite la concierge à un dîner chez lui pour qu'il parle de littérature. Manuela donne à son amie Renée des conseils pour sa coiffure et pour sa robe. Renée va pour la première fois de sa vie chez le coiffeur. Renée se rend chez M. Ozu, il mange japonais, parle de musique, de littérature et de peinture. Il se fixe un rendez-vous pour voir un film. Paloma va voir Renée pour lui dire qu'elle se fait passer pour débile auprès de sa sœur. Renée remarque que réserve est en fait acuité. Paloma lui demande de réceptionner et de monter un paquet pour sa sœur. Ce paquet est un mémoire de la sœur aînée de Paloma. Renée lit l'œuvre et fait des réflexions sur ce mémoire qui a pour sujet Occam. Renée va au rendez-vous convenu par M. Ozu et elle y voit la photo de la femme décédée d'Ozu. Elle sent que la place offerte par M. Ozu n'est pas la sienne. Quelques jours plus tard, M. Ozu l'invite au restaurant pour son anniversaire. Elle parvient à l'éviter. Renée raconte à Paloma que sa sœur a été travailler dans une famille de riches et qu'elle a été abandonnée enceinte. Elle est morte en couche et le bébé est mort-né. C'est pour cela qu'elle cache son intelligence et c'est pour cela qu'elle ne fraternise pas avec les riches. Paloma comprend qu'elle est malheureuse car elle ne peut pas aider les autres. Renée rappelle M. Ozu pour finalement lui confirmer le rendez-vous. Au restaurant, M. Ozu lui dit qu'elle n'est pas sa sœur et qu'ils peuvent être amis. Renée court après un de ses amis dans la rue et elle se fait renverser. Elle a une pensée pour tous les gens qu'elle connaît ou connaissait. Elle meurt. Cette mort rend triste Paloma, cette douleur lui passe l'envie de se suicider. Dans le roman, il y a deux personnages principaux qui prennent tour à tour la parole. Il y a Renée, qui a une police d'écriture bien à elle, et dont les chapitres sont numérotés de 1 à 23. Il y a ensuite Paloma, qui a aussi une police d'écriture bien à elle. Elle note ses pensées profondes, allant du numéro 1 jusqu'à 16, qui s'intitule « Dernière pensée profonde », et elle écrit le journal du mouvement du monde, allant du numéro 1 à 7. Au début, c'est un chapitre pour l'une et un autre pour l'autre personnage, puis les pensées de Paloma sont de plus en plus dispersées. On s'aperçoit qu'il y a souvent un recoupement de pensées entre les deux personnages. L'hérisson fait référence à Renée. Elle a l'air peu aimable et peu cultivée vue de l'extérieur. Ce sont les pics de l'animal. Mais pourtant, à l'intérieur, c'est tout le contraire. L'hérisson peut aussi faire référence à Paloma. Elle n'est pas non plus à l'intérieur comme elle est à l'extérieur. Vue de l'extérieur, elle est timide, ne parle pas beaucoup, alors qu'à l'intérieur, elle a de longs monologues et des raisonnements. Le hérisson cherche à se protéger du monde extérieur lui aussi. Il ne forme qu'une boule quand il se sent en danger. Personne n'est alors capable de voir la partie tendre de l'animal.
Il s'agit de deux romans autobiographiques. Les tranches de vie se croisent. Il s'agit de récits enchâssés. On a deux visions des deux âmes. On est dans leurs pensées ou alors on est dans la vision de l'écriture du journal de Paloma. Le point de vue est interne pour les deux personnages. On sait leurs pensées et on entend le dialogue et les actions des autres personnages qui sont dans le champ des deux personnages. C'est comme si on avait deux caméras dans cet immeuble. Par exemple, on découvre l'appartement de Monsieur Ozu en même temps que René et que Paloma. René et Paloma ont des points communs. René et Paloma sont proches géographiquement puisqu'elles habitent le même immeuble et qu'elles se croisent. Elles souffrent toutes deux d'un décalage par rapport à la société. Elles remarquent les idioties des gens, mais elles ne se moquent pas d'eux. Elles sont toutes les deux plus cultivées que l'on ne le croit. Elles sont dans la réflexion, elles ont un niveau qui est supérieur aux autres et elles sont incomprises des autres. Elles ont aussi des différences. Il y a tout d'abord l'âge. René a 54 ans, tandis que Paloma a 12 ans. René est concierge et Paloma est collégienne. Le problème chez Paloma est lié à l'âge et le problème chez René est lié à sa condition sociale. Beaucoup de personnages dans cet immeuble pensent que la condition sociale et le métier font référence à l'intelligence de l'individu. Or, c'est faux. Il y a des cas où les individus n'ont pas eu le choix, ont eu de la malchance, de la pauvreté ou des parents qui les ont poussés dans une case qui n'était pas la leur. Ils ont subi soit un choix personnel, soit un choix venu de l'extérieur. Ce roman possède une belle pensée. C'est la culture qui unit les gens et non l'âge et la condition sociale. Les gens cultivés finissent toujours par se rejoindre. On est ce que l'on apprend et on n'est pas ce que l'on est. Le problème de Paloma réside dans son décalage avec les autres. Contrairement à René, qui n'a pas l'air d'en souffrir, on a plus l'impression d'un jeu pour René. Paloma souffre de sa famille, de sa grande sœur, de son père et de sa mère. Elle souffre aussi à l'école du décalage avec ses camarades. Elle est capable d'avoir des pensées profondes qui ne sont pas de son âge, tandis que les autres pensent plutôt à s'amuser et n'ont pas ce type de réflexion sur le monde. Son idée de suicide n'est pas non plus de son âge. Elle souffre également du fait de ne pas être comprise par ses professeurs. Ce roman parle d'un retour à la vie pour Paloma, elle renonce à l'idée de suicide. Ce roman parle également de la mise à mort de René, puisqu'elle se fera tuer par une voiture à la fin du roman. René a une vaste connaissance. Elle a des connaissances en philosophie, en littérature, en musique, en cinéma. René aime beaucoup la littérature russe, surtout Tolstoï et surtout Anna Karénine. Dans ce roman, René, pour la première fois, ne cache plus sa culture. Elle en fait part à Monsieur Ozu. Elle aura aussi deux nouveaux amis en plus de Manuela, Monsieur Ozu et Paloma. Elle s'ouvre enfin aux autres. Elle prend aussi soin d'elle. Ça se voit dans sa coiffure et dans sa manière de s'habiller. René, en tant que concierge, n'est pas respecté. La plupart des gens l'ignorent, ne lui parlent pas, ils ne s'intéressent à elle que quand ils ont un service à lui demander. La sœur de Paloma ne s'inquiète même pas des horaires de la concierge pour la déranger. Dans ce roman, nous avons affaire à deux âmes connaissant la solitude. Il est à rappeler que René est veuve. Paloma et René sont toutes deux autodidactes. Paloma n'a pas appris grand-chose à l'école. Son savoir tient de sa propre réflexion. René s'est construite toute seule en lisant des livres. Dans ce roman, il faut croire que seul l'autodidacte parvient à être intelligent. Par exemple, la sœur de Paloma a fait des études, mais pourtant elle est incapable de voir les réelles personnalités de sa sœur et de sa concierge. Les deux personnages apprennent pour apprendre et non pour avoir un diplôme ou avoir de la conversation en société. À quoi sert l'art ? À nous donner la brève mais fulgurante illusion du camélia, en ouvrant dans le temps une brèche émotionnelle qui semble irréductible à la logique animale. Comment est l'art ? Il s'accouche de la capacité qu'a l'esprit à sculpter le domaine sensoriel. Que fait l'art pour nous ? Il met en forme et rend visibles nos émotions, et ce faisant, leur appose ce cachet d'éternité que portent toutes les œuvres qui, au travers d'une forme particulière, savent incarner l'universalité des affects humains. Le cachet de l'éternité. Quelle vie absente ces mets, ces coupes, ces tapis et ces vers suggèrent-ils à nos cœurs ?
Au-delà des bords du tableau, sans doute, le tumulte et l'ennui de la vie, cette incessante et vaine course harassée de projets, mais au-dedans, la plénitude d'un moment suspendu, arraché au temps de la convoitise humaine. Alors, tout à coup, je me suis dit, Théo, il aura peut-être envie de brûler des voitures plus tard. Parce que c'est un geste de colère et de frustration, et peut-être que la plus grande colère et la plus grande frustration, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas la misère, ce n'est pas l'absence de futur, c'est le sentiment de ne pas avoir de culture, parce qu'on est écartelé entre des cultures, des symboles incompatibles. Comment exister si on ne sait pas où on est, s'il faut assumer en même temps une culture de pêcheurs thaïlandais et de grands bourgeois parisiens, de fils d'émigrés et de membres d'une vieille nation conservatrice. Alors on brûle des voitures, parce que quand on n'a pas de culture, on n'est plus un animal civilisé, on est une bête sauvage. Et une bête sauvage, ça brûle, ça tue, ça pille. Moi, je crois que la grammaire, c'est une voie d'accès à la beauté. Quand on parle, quand on lit ou quand on écrit, on sent bien que si on a fait une belle phrase ou si on est en train d'en lire une. On est capable de reconnaître une belle tournure ou un beau style, mais quand on fait de la grammaire, on a accès à une autre dimension de la beauté de la langue. Faire de la grammaire, c'est la décortiquer, regarder comme elle est faite, la voir toute nue en quelque sorte. C'est là que c'est merveilleux, parce qu'on se dit, comme c'est bien fait, qu'est-ce que c'est bien fichu, comme c'est solide, ingénieux, riche, subtil. Moi, rien que savoir qu'il y a plusieurs natures de mots et qu'on doit les connaître pour en conclure à leur usage et à leur compatibilité possible, ça me transporte. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, par exemple, que l'idée de base de la langue, qu'il y a des noms et des verbes. Quand vous savez ça, vous savez déjà le cœur de tout énoncé. Ces magnifiques noms, des verbes. Peut-être pour accéder à toute cette beauté de la langue que la grammaire dévoile, faut-il aussi se mettre dans un état de conscience spécial. Moi j'ai l'impression de le faire sans effort. Je crois que c'est à 2 ans, en entendant parler les adultes, que j'ai compris en une seule fois comment la langue était faite. Les leçons de grammaire ont toujours été pour moi des synthèses a posteriori, et peut-être des précisions terminologiques. Est-ce qu'on peut apprendre à parler et à bien écrire à des enfants en faisant de la grammaire s'ils n'ont pas eu cette illumination que j'ai eue? Mystère. En attendant, toutes les madames maigres de la terre devraient plutôt se demander quel morceau de musique il faut qu'elles passent à leurs élèves pour qu'ils puissent se mettre en transe grammaticale.